3, 2, 1. Mesdames, Messieurs, rebonjour. C'est toujours Frédéric Danhé, journaliste, en particulier pour le magazine Marianne, dernier papier publié, un décryptage de la loi Duplon. Mesdames, Messieurs, ça vaut le détour. Enfin, la loi Duplon, pas mon décryptage, parce que voilà, je ne suis qu'un journaliste parmi d'autres, content d'être là pour cette 20e édition de Cyclo, la 6e ici. Je commence à être un habitué des débats hauts et en particulier Cyclo. On a vu tout à l'heure, je ne sais pas si des personnes présentes ici étaient là tout à l'heure. Non, alors c'est très bien. Oui, si, madame, vous avez même posé une question qui a fait réagir. On a eu tout à l'heure une idée de la prospective de ce qui attend les régions, les territoires, comme il faut dire aujourd'hui, et de la multitude de solutions que les élus et les techniciens ont en main. Bon, on va voir maintenant le point de vue institutionnel. L'Agence de l'eau est élue des collectivités. Je cite quand même, parce que sinon je ne serais pas là devant vous et vous ne seriez pas là devant moi, les partenaires de cette édition, mesdames, messieurs, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine, la Régie de l'eau Bordeaux Métropole, le département de la Gironde, la ville de Bordeaux, Rivéo du Sud-Ouest et Limoges Métropole qui sont tous présents sur le village des partenaires. Je cite également le pôle Aquavalais, Soltena, au 17, au 47, le SMDE 24 que vous retrouvez sur le village des syndicats. Je cite enfin l'association des techniciens territoriaux de France, la TTF, et notre partenaire presse Cayola Média. Je vous informe ou vous réinforme, non c'est un barbarisme, ou vous informe à nouveau que tout est filmé et que tout est en diffusion sur YouTube. Donc si vous ne voulez pas être filmé, il est trop tard, vous êtes déjà filmé, vous êtes déjà diffusé. Merci d'être là et merci d'accueillir pour cette plénière institutionnelle, mesdames, messieurs, Sylvie Cassou-Scott, Mathieu Labrousse, Carole Guerre, voilà, Nicolas Hilbert, pardon, je retourne ma feuille, Philippe Janicot et monsieur, j'en ai oublié un, voilà, j'en ai oublié un, et Christophe Duprat, pardon, je suis désolé. Merci d'être là avec moi. Ben voilà, vous prenez le dernier fauteuil. Sylvie Cassou-Scott, vous êtes la vice-présidente en charge de l'eau et de l'assainissement et présidente de la régie de Bordeaux Métropole. Mathieu Labrousse, vous êtes conseiller régional délégué à l'eau, à la continuité écologique, chasse et pêche à la région Nouvelle-Aquitaine. Carole Guerre, vous êtes vice-présidente. C'est marrant, vous êtes mis dans l'ordre de la fiche, dans l'ordre de ma fiche. Je ne sais pas comment vous avez fait. Carole Guerre, j'ai bien prononcé votre nom, merci, parce que je suis tellement à cheval sur celle du mien. On peut faire un test d'ailleurs pour qui saura prononcer mon nom. Carole Guerre, vous êtes vice-présidente du département en charge de l'environnement, de la gestion des risques et des espaces naturels sensibles, les ENS, au département de la Gironde. Voilà, Christophe Duprat, pardon, vous êtes trésorier et maire de Saint-Aubin-de-Médoc, trésorier de l'association des maires de Gironde. Nicolas Hilbert, directeur territorial de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Et si je n'oubliais personne, Philippe Janicot, vous êtes vice-président de Limoges Métropole en charge du cycle de l'eau, j'adore ce terme, de la gestion de l'eau pluviale, de l'assainissement et de la démarche qualité. Vous vous occupez donc de toutes les eaux. Nicolas Hilbert, on va commencer avec vous, l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Lors du débat tout à l'heure, on a vu que la perspective 2050 ou 2030 voilà, était compliquée. Il y a beaucoup d'éléments dans l'équation. En termes démographiques, en termes de qualité de l'eau, en termes d'usage des sols, en termes d'usage tout court. On a parlé qualité de l'eau, on a parlé sobriété, on a parlé connexion, on a parlé résorption des fuites, on a parlé de plein de choses. Vous nous parlez de quoi, vous, monsieur Hilbert? Qualité et élevage. Alors, vous voulez rentrer tout de suite dans le vif du sujet? Non, allez-y. On fait un premier tour de table rapide. Voilà. Juste effectivement sur le contexte, rappelez juste 2-3 chiffres qui permettent de poser, avant de parler changement climatique, puisque pour le coup, ça sera quand même un sujet qui ne sera pas l'éléphant dans la pièce, on en parlera.
Aujourd'hui, sur le bassin Adour-Garonne, pour pouvoir assurer correctement l'ensemble des usages l'été, en période d'étiage, il nous manque 250 millions de mètres cubes d'eau. C'est beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, surtout si on le rapporte en litres. En 2050, c'est 1,2 milliard qui va nous manquer. Il faut savoir que 1,2 milliard, si on le compare à le volume d'eau qui est utilisé sur le bassin Adour-Garonne pour l'ensemble des activités sur l'année, c'est 2 milliards. Donc ça fait 60% de ce qu'on consomme aujourd'hui sur l'année. Donc on se rend bien compte que ça ne passera absolument plus. Et là-dessus, ce qui entre aussi en ligne de compte, c'est donc effectivement le changement climatique et puis une augmentation de la population, puisque sur le bassin Adour-Garonne, on estime à peu près 1 million d'habitants supplémentaires qui vont arriver. Est-ce bien raisonnable d'accueillir 1 million supplémentaire? Et ça fait l'écho à ce que vous disiez sur la question du tourisme, parce que c'est un territoire qui est très fortement attractif pour le tourisme. La Nouvelle-Aquitaine, c'est 180 millions de nuitées par an. Donc ça fait un certain nombre de touristes, un certain nombre de douches, un certain nombre de chasses d'eau, et donc des volumes d'eau qui sont très très importants. Là-dessus, on a effectivement le changement climatique qui s'ajoute. Les dernières études qu'on a à notre disposition, Explore 2 ou la track de Météo France, nous amènent allègrement à un plus 4 degrés de moyenne français à l'horizon 2050-2100, sachant que c'est une moyenne française, que nous, on est dans le sud-ouest, que dans le sud-ouest, on sera encore plus impacté qu'au niveau français, et que l'été, bien évidemment, on sera encore au-delà de ces 4 degrés. Et donc, tout ça fait que le grand sud-ouest de la France, on nous prédit une météo, en tout cas l'été, parce que peut-être pas toute l'année, mais en tout cas l'été, une météo qui va se rapprocher de celle de Séville. Donc, comme je dis souvent à Séville, je pense que les gens vivent très bien, mais ils vivent différemment de nous. Et les activités économiques, notamment l'agriculture, sont complètement différentes. Et donc, l'objectif, c'est, connaissant ça maintenant, de quelle manière on arrive à s'adapter. Déjà, il faut qu'on anticipe et qu'on s'adapte rapidement. On voit bien, on a eu l'exemple de 2022, je dis souvent, c'est une boutade, mais pas que 2022, finalement, pour nous, gestionnaires de l'eau, ça a été une bonne année, parce que ça a donné à voir ce que c'était réellement 2050. Jusqu'à présent, avec les scientifiques, on disait 2050, voilà ce qui va se passer. Mais bon, c'est un peu abstrait. Mais on n'a pas déjà oublié, parce qu'après la sécheresse, il y a de l'eau qui tombe, on l'a vu ces jours précédents. Est-ce que la mémoire humaine n'est pas un peu fugace en la matière? Alors oui, effectivement, on sent bien que sur certains sujets, on a un petit peu oublié. Et c'est à nous de rappeler quand même cette réalité et que le changement climatique va s'imposer à nous. L'eau, c'est déjà un facteur limitant du développement et de l'attractivité des territoires. On y reviendra très certainement et on en a parlé sur les questions d'urbanisme, notamment on en a parlé tout à l'heure sur les questions de l'accueil de nouvelles populations avec des territoires qui sont bloqués là-dessus aujourd'hui. Mais ça impactera bien évidemment les activités économiques, l'agriculture, mais également des industries. Moi, je serais industriel, je me poserais la question, dans 15 ans, est-ce que j'aurai assez d'eau à mettre dans mon process? Et est-ce que le milieu récepteur pourra diluer mon effluent? Et est-ce que j'aurai pas des coupures d'approvisionnement avec effectivement des fermetures, comme c'est déjà arrivé en 2022, des fermetures de process pendant 1 semaine, 2 semaines, avec des impacts économiques et financiers très importants derrière. Ce qui est arrivé à Pierre Fabre en 2022, pendant 1 semaine. Bon, si la 69 avait été là, il n'aurait pas eu ce problème. Hein. C'est une boutade, ne vous inquiétez pas. Mais je vous taquine, Monsieur Hilbert, mais ce que vous dites là, voilà, il va manquer 1,2 milliard. Mais Martin Malvy, il le disait déjà il y a 10 ans, même un peu plus sans doute. On continue à le dire et à le redire. Vous dites que là, il faut s'adapter, il faut anticiper. Mais on fait que ça. On ne fait que dire qu'il faut anticiper et que répéter ces mêmes chiffres. Pardonnez-moi, mais enfin voilà, c'est juste un constat de journaliste. On n'a pas plus avancé que ça, rassurez-moi. Alors, on a avancé, pas partout. On a des secteurs où on a du mal à changer de paradigme, notamment l'agriculture, où il y a encore des grosses marges de manœuvre. La problématique, ce qu'on s'en est un peu rendu compte, c'est que on a un peu l'impression d'avoir une accélération de la situation. Et c'est comme si on marchait sur un tapis roulant, mais que le tapis roulant, il reculait plus vite que ce qu'on avance. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement qu'on accélère et qu'on massifie.
Et c'est cette difficulté de changer de braquet aujourd'hui. Comment on accompagne ce changement de braquet? Surtout que, comme on l'a dit, il n'y a pas de solution unique. Si elle existait, ça ferait longtemps qu'on l'aurait trouvée et qu'on l'aurait mise en application. Et donc, on est sur un mix, un panel de solutions. Il faut qu'on les mette toutes en même temps. Et donc, il faut qu'on avance sur tous les champs en même temps pour pouvoir espérer effectivement arriver à résorber tout ou partie du déficit qu'on va avoir demain. Effectivement, merci. Mais je vous taquinais sur Fab, mais effectivement, il a dû fermer son usine pendant une semaine. Et ce qui a donné à chacun l'idée du prix de l'eau tel qu'il est. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'eau, on a un système économique qui s'effondre d'un coup. Et on a un chiffre d'affaires qui ne va pas bien du tout. Monsieur Labrousse, à l'échelle de la région, l'eau, la prospective, la perspective du changement climatique, la perspective sur l'eau, vous la voyez comment? Vous l'appréhendez comment? Bonjour à toutes et tous. Déjà, Nicolas Hilbert l'a précisé sur l'avenir 2050-2100. Au niveau de la région, eh bien, depuis 2018, on a mis en place une stratégie régionale sur l'eau. À partir de là, on a des solutions qu'on vient co-construire avec des partenaires. On a ce qu'on appelle ici dans la région et ailleurs des établissements publics territoriaux de bassin où la région vient siéger et vient partager sa politique sur l'eau. On parlait de solutions tout à l'heure. Nous, on va défendre essentiellement des solutions fondées sur la nature pour ralentir cette goutte d'eau, la garder au maximum sur le territoire. On le voit actuellement, les travaux qui ont été menés sur la Nouvelle-Aquitaine depuis quelques années, et notamment depuis cette sécheresse de 2022, où là, on a, je pense, une massification des choses qui se mettent en place. On voit aujourd'hui des résultats concrets. Et ces résultats-là nous permettent d'avoir un démonstrateur, c'est ce que le président Rousset fait actuellement avec le bassin Charente, un démonstrateur pour permettre aux gens, aux entreprises, enfin aux citoyens que l'on est, que ces solutions-là fonctionnent, aussi bien pour le quantitatif que pour la qualité de l'eau. Ça se présente comment, ce démonstrateur? Eh bien, toutes les solutions, comme je disais tout à l'heure, fondées sur la nature, c'est-à-dire qu'on va aussi bien jouer sur l'agriculture pour la protection des champs captant d'eau potable. On va jouer avec la REUT et notamment notre règlement d'intervention économie circulaire de l'eau. On va jouer avec les industriels pour éviter d'avoir recours à la ressource brute et donc de retravailler cette eau pour la réutiliser et donc d'être dans la sobriété. Des éléments comme ça que l'on va pouvoir mettre en place tout au long de notre mandat et qui fonctionnent aujourd'hui. Et donc là-dessus, on est accompagné par les industriels, par les agriculteurs, par les élus. Heureusement qu'il y a des élus aujourd'hui qui sur le territoire travaillent ces questions de l'eau. On en a ici autour de nous, mais tous les élus ont pris en compte ce changement climatique et les solutions qu'on doit mettre en place. Donc moi je les remercie tout autour de cette journée pour leur présence, mais bien sûr l'activité qu'ils font au quotidien, puisque sans les entreprises, sans les agriculteurs, sans les élus qui portent une politique sur ce que l'on a besoin de faire, eh bien on n'y arrivera pas. Mais ça fonctionne puisque depuis 2022, on le montre, ces solutions-là nous emmènent à économiser l'eau et à la garder un maximum de temps sur le territoire plutôt que de la rejeter directement à la mer comme certains disent. Non, on a des solutions qui fonctionnent et donc on va continuer à les mettre en place. La région qui a été la première à monter une espèce de GIEC régional de laboratoire d'analyse du climat dirigé par Hervé Le Treut avec un rapport assez édifiant sur ce qu'il faudrait faire presque à l'échelle du canton qui a dû vous nourrir quand même dans vos réflexions sur l'eau, je suppose. Exactement, Alain Rousset, quand on a... Hop. Allez-y. Alain Rousset a travaillé avec des scientifiques depuis son précédent mandat et a mis en place Neoterra. Neoterra, c'est notre feuille de route à tous pour être résilient sur ce territoire et donc nous avons même regardez ce que Neoterra a apporté sur le précédent mandat et nous avons développé Neoterra 2 avec des modifications pour s'adapter à chaque territoire. Voilà. D'accord. Madame Guerre, au niveau du département, quelles compétences d'ailleurs a le département en matière d'eau? Bonjour. Alors, au niveau du département, on est axé sur la sécurité de l'eau. On a un laboratoire départemental de l'eau. Ça, c'est la loi NOTRe qui nous a conféré cette compétence en matière de sécurité sanitaire, sécurité publique. Donc, on a ce laboratoire qui nous permet d'avoir une vigilance, d'apporter une vigilance sur le territoire par rapport à différents acteurs, des professionnels, des collectivités également, l'ARS aussi, puisqu'on porte pour l'ARS des analyses au niveau de l'eau. Voilà, ça c'est une compétence qui nous est propre, qu'on assume, même s'il y a de la concurrence. Concurrence avec qui ?
concurrence avec des laboratoires privés. Nous, on apporte la plus-value, c'est-à-dire qu'on a un suivi et puis on a ce rapport avec les territoires aussi. Avec les acteurs locaux, avec les élus aussi, on en parlait avec la région également, et puis avec nos partenaires, hein, comme l'agence de l'eau, avec qui le département travaille étroitement, en fait. L'agence de l'eau est œcuménique, elle travaille avec tout le monde et elle subventionne tout le monde. Mais elle travaille très bien avec le département. Bien Et sûr. je crois que c'est important parce qu'on a la même vision, je pense, sur l'urgence climatique, mais pas que. Et nous, au niveau du département, ce qui nous importe aussi, c'est la manière dont on va transmettre cette urgence, mais à travers la modification des usages, notamment avec la complexité de certains territoires qui sont plombés, entre guillemets, par l'activité touristique, avec des usages différents. Lesquels, par exemple? Lesquels, par Le, exemple? le bassin, par exemple le bassin d'Arcachon, où on a un apport de population qui se rajoute à la population quotidienne au final, mais qui n'arrive pas avec la même compréhension. C'est en cela même aussi où le département joue le rôle aussi d'informateur et de médiateur aussi. Il n'y a pas la même compréhension de la ressource en eau. C'est-à-dire qu'on arrive sur un territoire qui n'est pas le nôtre. On le fait tous, hein. Enfin, je veux dire, il faut être honnête aussi. On n'a pas la même vision du territoire, on n'a pas la même urgence. On se dit, on arrive sur le bassin d'Arcachon, c'est fabuleux, il y a de l'eau. On arrive au Pays Basque, c'est fabuleux, il pleut. Voilà. Mais que fait-on de cette ressource? Comment on la gère? Comment on modifie les usages? Qui va aussi permettre, et c'est une discussion qu'on a eue avec Nicolas Hilbert il n'y a pas si longtemps que ça, comment on va, à travers ça, préserver la ressource en eau et puis la considérer autrement que comme un bien acquis, personnel parfois, c'est juste un bien commun aussi. Et ça, c'est la discussion que l'on a aussi avec des élus, et pas que, avec la population aussi. Quand on a un ruisseau sur son territoire, quand on a un fossé sur son territoire, quid de l'entretien, mais sachant que c'est un bien commun, et c'est ce qu'on travaille au niveau du département, notamment pour le Ciron. C'est un bien commun dans la loi sur l'eau, hein, c'est sûr, mais est-ce que ça l'est dans notre psyché? Je ne suis pas sûr, surtout quand on est en vacances. Est-ce que l'eau est vraiment tangible, eu égard d'ailleurs au faible prix du mètre cube en France, dans une économie de marché? Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, enfin ce qui a un prix faible n'a pas de valeur. Madame Cassou-Scott, à l'échelle de Bordeaux Métropole, on parlait des usagers, vous avez mis en place un comité des usagers par exemple. Oui, ben effectivement, ça nous a... C'est bien le micro sur le menton. Oui. Nous avons la régie de l'eau a donc créé un comité des usagers, sachant quand même que cette régie étant une gestion publique, elle est gérée par un conseil d'administration composé de membres élus, d'opposition et de majorité, mais aussi de 2 représentants d'associations, l'association de défense d'environnement, la CEPENSO, et la CSCV, qui est une association de défense des consommateurs. Mais il nous a semblé quand même important d'aller au-delà, de créer ce comité des usagers. Nous n'avons pas manqué d'ailleurs de candidatures, hein, pour pouvoir écouter, entendre une préoccupation d'abonnés, de citoyens, qui se retrouvent d'ailleurs dans des situations différentes, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, qu'ils soient en collectif, qu'ils soient en privé, en habitation par un bailleur, en copro. On a vraiment essayé de balayer un peu tous les profils possibles des étudiants. Et nous avons donc associé ce comité d'usagers à la réflexion que nous devons porter sur la préservation de la ressource pour répondre aux défis que nous avons à surmonter pour les années à venir, sachant que nous avons un schéma directeur de l'eau qui a été réalisé à 2040, qui effectivement nous alerte sur cette ressource. Donc, connaître, comprendre les citoyens, les abonnés dans leurs préoccupations, dans leur appréhension du sujet. Moi, en tant qu'élu, j'ai l'occasion de me rendre compte lorsque je me déplace dans des conseils de quartier, dans des conseils de ma commune, mais aussi ailleurs, hein, qu'il y a une vraie appétence sur ce sujet, il y a une vraie compréhension de la problématique qui se pose aujourd'hui à nous, mais il y a une véritable volonté de comprendre, hein, et de s'interroger sur les moyens que nous avons pour pouvoir réagir. Il y a une compréhension comme vous dites, mais votre collègue disait que la compréhension, on l'oublie dès lors qu'on est en vacances. Alors nous avons la régie, nous avons une direction de la recherche, innovation et de la transition écologique, dans laquelle nous menons une étude actuellement auprès de 500 foyers, 500 ménages dans la France. Donc on est à plusieurs communes à adhérer à ce projet pour comprendre
le comportement des usagers, qu'ils soient chez eux, en vacances ou au travail. Vous vous intégrez dedans vous-même? Vous vous êtes vous-même interrogé? En étant président de la régie, je me suis interrogée effectivement et je réinterroge toujours mes usages. Oui, ça c'est clair. Bon, on y reviendra sur les résultats de tout ceci. Monsieur Janicot, à l'échelle de Limoges Métropole, je reprends une expression que vous avez employée au téléphone l'autre jour avec moi. L'eau décide en dernier ressort. Et parce qu'elle décide en dernier ressort, eh ben, elle va décider demain, elle décide déjà aujourd'hui de l'aménagement du territoire. Oui, complètement. Limoges Métropole, bon déjà, un petit retour sur l'histoire de Limoges. On a beaucoup de chance à Limoges d'avoir un passif très important dans le domaine de l'eau. Puisque, pas au sens péjoratif du terme, il y a un passé particulier avec l'eau, un attachement à l'eau. Un attachement et une histoire réelle, puisque les métiers de l'eau, les formations ont débuté il y a plus de 50 ans. On a fêté les 50 ans l'année dernière, la même année d'ailleurs que les 60 ans de la loi sur l'eau. Et pour donner une petite image, 70% des personnes qui travaillent dans le domaine de l'eau au niveau national, voire international, mais qui sont français, sont passées par Limoges à un moment donné. Donc ça montre vraiment le rapport très fort entre le domaine de l'eau et toutes ces personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Est-ce que ça veut dire que vos concitoyens, vos administrés ont une compréhension Alors pas plus. Ah bah d'accord. Non, tant que le robinet s'ouvre et qu'il y a de l'eau qui coule, c'est comme tous les autres. Il n'y a pas de différence. Déjà, ça fait 50 ans. Donc bon, même si j'ai 57 ans, je ne me rappelle pas qu'à l'époque, ça avait débuté la formation dans des métiers sur l'eau. Mais je partage complètement que les personnes aujourd'hui sont dans l'exigence et dans l'utilisation, et on ne se pose pas de questions. On se pose la question quand ça ne marche pas. Donc voilà. Donc au niveau de Limoges Métropole, il y a vraiment un projet porté par le président et je suis très content qu'on ait mis en avant ce sujet-là politiquement sur l'agglomération ainsi que les déchets. En l'occurrence, on a un projet qui s'appelle Territoire Transition Hydrique et on aborde ce sujet-là sous toutes ses faces. Donc vous parliez tout à l'heure effectivement de gestion d'assainissement, d'eau potable, d'eau pluviale. Et en fait, tout doit se travailler dans l'ensemble. Tout n'est pas déconnecté. On doit travailler non seulement dans toutes ces approches parce que c'est convergent, mais aussi sur Limoges Métropole, on travaille de méthode bicéphale avec deux services qui sont très proches l'un de l'autre, le service du cycle de l'eau, mais aussi le service développement économique, puisque tout à l'heure il a été abordé que les entreprises aussi, je pense celles qui sont visionnaires, déjà savent que dans leur process économique, il faut intégrer la gestion de l'eau, et je pense que ces entreprises-là auront un coup d'avance à l'avenir, parce qu'aujourd'hui le prix de l'eau, vous l'avez abordé tout à l'heure, le prix du mètre cube n'est pas très élevé, mais on sait très bien que ce sujet-là va évoluer, je pense, très rapidement dans les prochaines années ou décennies. Donc, ceux qui anticipent aujourd'hui, ce sera un coup d'avance pour l'avenir dans le domaine compétitif économique. On y reviendra. Et qu'en pensent les maires de Gironde, monsieur Duprat? Est-ce qu'on aura assez? Est-ce que vous avez les mains libres? Enfin, comment vous pouvez agir sur l'eau? Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce que ben oui, pour rebondir sur ce que vient de dire votre collègue de gauche, est-ce qu'on a assez d'argent pour financer la politique de l'eau? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Ce département de la Gironde est particulier d'abord parce que 534 communes, la moitié de la population vit dans 28 communes et l'autre moitié sur 506 communes. Donc je ne connais pas aujourd'hui un seul maire qui n'est pas intéressé par le problème de l'eau. Au travers de 3 prismes. Le premier... c'est un sujet d'actualité et aujourd'hui la préservation de la ressource en eau touche tout le monde. On en entend parler au minimum 3-4 fois par semaine. Donc c'est déjà l'intérêt que ma commune peut jouer dans ce rôle d'économie d'eau. Le deuxième prisme, il est économique. Vous venez de le dire, comment on finance, mais surtout comment on cherche à moins gaspiller d'eau avec la résorption des fuites. Parce que l'eau s'est beaucoup développée dans les années 60 à une vitesse très importante et on arrive avec des réseaux aujourd'hui relativement anciens ou qui sont avec des matériaux qui ont mal vieilli et qu'il faut aujourd'hui changer avec une ampleur de dépenses importantes. Et puis le troisième prisme, c'est l'urbanisation. On commence à avoir un certain nombre de communes à qui la préfecture dit je n'approuve pas votre plan local d'urbanisme, qu'il soit intercommunal ou communal, parce que la ressource en eau sur votre territoire ne sera pas assez importante pour accueillir cette population. Ça date de quand ça Alors,
une commune, hein, je ne vais pas la citer, mais il y en a au moins une dans laquelle le préfet a pris ses dispositions et n'a pas appliqué. Ça, c'est nouveau, pardonnez-moi de vous couper, c'est nouveau. Ça date de 2 ans, quoi. Enfin, c'est assez récent. Parce que tout à l'heure, on a parlé de l'apport de population et vous avez focalisé sur les touristes ou la population estivale. Mais n'oublions jamais que la Gironde accueille 20 000 habitants. 20 000 habitants de plus par an. 40% sur Bordeaux Métropole et 60% sur le reste. Et ça, ce n'est pas des touristes. C'est des gens qui viennent habiter sur notre territoire parce qu'il est attractif par rapport à la vie qu'ils peuvent avoir ailleurs. Et c'est au-delà de vos capacités à les Alors aujourd'hui, la ressource en eau nous pose une difficulté dans tous les territoires. Non, alors la ressource en eau, on ne pourra pas la multiplier, même s'il existe un certain nombre de projets. C'est comment on en consomme moins au travers de la pédagogie, c'est-à-dire expliquer. Et je trouve que par l'intermédiaire dans les communes, on travaille souvent beaucoup avec les écoles, qui sont souvent un facteur important. Les enfants arrivent à dire, quand ils rentrent dans la famille le soir, ne laisse pas couler le robinet d'eau, on peut faire un peu différemment, on n'arrose plus le jardin parce que ça vit très bien sans être arrosé. Et la deuxième chose, c'est comment on résout les fuites. Aujourd'hui, il existe un certain nombre de ratios alors qu'on ne met pas sur la place publique parce que ça peut donner une image de gaspillage quelque part. Mais aujourd'hui, comment on fait en sorte que l'eau qu'on est allé capter, elle aille le plus rapidement possible et sans déperdition jusqu'au robinet de ceux qui en ont vraiment besoin pour les utilisations. Et ça, c'est une vraie difficulté. Donc nous avons une multiplicité de syndicats dans les territoires, qui sont souvent des syndicats qui appartiennent à un lieu de vie, enfin, etc. Donc là aussi, on a beaucoup d'élus qui s'engagent dans ces syndicats. On commence à en fusionner certains. La dernière commission départementale de coopération intercommunale a fait que sur 2 territoires, nous avons fusionné des syndicats parce que quand on a des chantiers importants à faire, plus on est nombreux, enfin plus le chantier est important, plus on aura un appel d'offres qui sera intéressant pour pouvoir le faire en régie ou en délégation. Ça, après, chacun choisit son mode de fonctionnement et très bien. Mais je voudrais qu'on ait tous conscience que je pense, je peux me tromper, mais je pense sincèrement, et en avoir discuté avec des maires, que l'eau, pour la première fois, sera un des enjeux de la future campagne pour les élections municipales. Vous êtes sûr de ça ou c'est Oui, la méthode Coué? Absolument, parce que les habitants, et c'est eux qui vont nous pousser à ça, les habitants aujourd'hui sont extrêmement intéressés et je pense qu'ils se posent la question, est-ce qu'on va en avoir assez d'eau pour mon utilisation personnelle? Un peu égoïste, vous me direz, mais est-ce qu'on en aura assez et qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour que vous nous garantissiez que dans les années futures, dans les années qui viennent, l'eau sera toujours au robinet et de bonne qualité? Et de bonne qualité. Mais dis ça où, à quel moment vos administrés, les abonnés? Et puis ils vous en parlent lorsqu'on a des discussions avec eux, lorsqu'on rentre sur des choses un peu plus importantes que le coin de la rue. Mais moi, ils me parlent de l'eau. Moi, on m'a demandé d'où venait l'eau chez moi. Bon, c'est plus facile de leur dire qu'elle vient du château d'eau, mais le château d'eau, il est assuré par 2 endroits où on pompe de l'eau. Et j'explique aux habitants de la commune où sont les sources de captage pour remplir mon château d'eau. Donc ils ont bien compris comment ça fonctionnait. Le château d'eau, c'est une journée de consommation, etc. Je pense qu'il faut aussi donner des images aux habitants et leur dire que l'eau, il va falloir qu'on aille la chercher un peu plus loin. Si on va la chercher un peu plus loin, il va falloir l'amener, ça va coûter de l'argent, etc. Donc essayons d'en consommer le moins possible. Et je trouve qu'il y a quand même des changements d'usage. On voit de plus en plus de récupérateurs d'eau pluviale. Ce sont des choses qui existent davantage, que l'on finance même pour certains nombres de communes. Madame Guerre, vous avez vu un changement, vous aussi? L'eau devient un sujet politique? Oui, je pense que c'est le sujet politique qui va primer, et je rejoins ce que dit Christophe Duprat sur les élections. Effectivement, avec l'apport de population, c'est comment on s'approprie l'eau. On parlait des usages aussi. Nous, au niveau du département, on le voit parce qu'on a créé des conseils de territoire. J'allais y venir, oui. Voilà, ce qu'on appelle les COTEOP, des conseils de territoire. Il y en a 6. Voilà, il y a 6 territoires, donc la Gironde est découpée en 6 territoires. On s'est basé sur les SCOT
parce qu'on voilà, l'eau et l'urbanisme ne peuvent pas être dissociés, effectivement. Donc ces 6 territoires où on est avec des syndicats, des représentants des maîtrises d'ouvrage, on a les élus également, on a l'ARS, on a le préfet, on a l'agence de l'eau aussi, et on voit à travers les discussions que l'on peut avoir qu'il y a souvent une méconnaissance de son territoire, de son propre territoire, y compris vis-à-vis y compris des élus, je veux dire, et je m'inclus aussi dedans. Une méconnaissance du territoire, mais c'est surtout le devenir de l'eau. Alors on voit l'eau, il y a aussi cette partie d'eau invisible que l'on ne voit pas. Laquelle ? Alors quand on va parler par exemple des forages, mais pas que, l'eau invisible, eh bien, je le ramène quand j'en parle moi avec les collégiens et les collégiennes, puisque le département a la compétence des collèges, et quand je leur explique que le repas qu'on leur sert à table, c'est de l'eau cachée, l'eau virtuelle. C'est de l'eau cachée, c'est de l'eau virtuelle. Et cette eau-là, elle doit aussi rentrer dans nos discussions et dans les préconisations que l'on va avoir les uns avec les autres. C'est-à-dire que les cantines, les cuisines centrales n'achètent plus de produits qui viennent de trop loin ? Alors, au département, on s'évertue quand on parle d'écologie et d'économie également, on s'évertue justement à être vigilant sur la production des aliments que l'on va servir aux enfants, mais pas que. Quand on parle également de cette eau invisible, on a parlé tout à l'heure de 2022. 2022 pour le département de la Gironde, c'est les grands incendies également. Et ça nous amène à penser la manière dont on va repenser la nature, dont elle va se renaturiser. Avec les plantations, on plante des arbres qui vont aller chercher l'eau versus l'économie agricole où quand on va avoir des productions courtes, le maïs par exemple, qui n'ont pas le temps d'aller chercher de l'eau en fait en sous-sol. Voilà, on travaille aussi avec les agriculteurs, on travaille avec l'économie pour ne pas être dans l'opposition les uns les autres, mais cette eau invisible de ce que la nature prend et peut nous redonner également, et on le voit nous avec la création de la pépinière départementale à Ostens, là où on a eu les grands feux, où on s'interroge aussi, on travaille avec le département de l'Aude. L'Aude qui a passé l'année dernière 18 mois sans voir une seule goutte d'eau. Ce qui peut nous arriver, Nicolas a cité Séville, le climat de Séville qui peut nous arriver dans quelques années. Donc c'est comment on appréhende ça, comment on s'en saisit, comment non plus on le pense, parce que penser, je pense qu'on l'a déjà fait, mais c'est comment on l'applique réellement maintenant. Alors je vous pose la question autrement. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en train de vous dire, pardon, la répétition, est-ce que ça vaut le coup, vu de l'état de la ressource en eau, de continuer à subventionner une agriculture qui va exporter de l'eau par son agriculture d'exportation ? Alors j'ai eu une réunion il n'y a pas si longtemps que ça avec les irrigants, justement. Et la question se pose effectivement de la manière dont on va pouvoir les aider. Et les Côtés-Hop, ça nous sert aussi à ça, à travers notre schéma aussi départemental de l'eau potable. Mais c'est comment ils vont pouvoir continuer de faire perdurer leur agriculture en changeant les usages. Et donc, ils ont aussi besoin de nous, ils ont aussi besoin de la vision qu'on peut avoir, mais surtout de la vision territoriale pour rester aussi dans l'équité des territoires, ne pas opposer les deux territoires, entre guillemets, qui sont définis par la métropole et le reste, la ruralité, qui est le département de la Gironde, c'est un département qui est aux 3/4 rural. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. On aura un débat, ce sera le dernier débat demain sur eau des villes, eau des champs. Voilà. Eau des villes, eau des champs, voilà. Il ne faut pas être dans l'opposition, il faut être dans la complémentarité et surtout, et c'est en ça que nous, au niveau des conseils de territoire, on arrive à avoir, à tracer des visions communes, en fait, des alertes, mais pas que, à trouver des solutions aussi sur la manière dont on va pouvoir être aidants les uns les autres. Moi, la réunion que j'ai eue avec les irrigants, c'était par rapport à la conduite de Galgon, la conduite de Blaye, en fait, pour la centrale nucléaire. Voilà, donc comment on réunit les différentes parties pour expliquer les contraintes des uns et des autres et pour ne pas être dans la contradiction qui va ensuite amener des désaccords et qui poseront des problèmes sur les dossiers que nous, ensuite, on va instruire. On aime bien ça, les désaccords en France. Chacun estime que l'eau est à soi, que le paysage est à soi. Et c'est un bien commun. Et c'est un bien commun, oui, il faut le répéter. Madame Cassou-Scott, je vous ai vu réagir.
Oui, je réagissais sur le fait que l'eau est un sujet, un enjeu fort politique, hein, qui le sera peut-être pour les prochaines élections. C'est un enjeu politique fort, oui, et moi je dirais qu'il faut être dans la complémentarité, mais plus que cela, il faut être dans la solidarité. Et moi je crois qu'on l'a dit, dans notre département de la Gironde, on a effectivement une métropole et beaucoup de communes rurales, on a aussi beaucoup de syndicats d'eau. Et je crois que la question de la gestion de l'eau, je ne vais pas rentrer dans le débat gestion publique, gestion privée. C'est un choix politique aussi que nous avons assumé sur la métropole en faisant une gestion publique, transparente, démocratique, une gestion du temps long, sur le temps long, hein, et non plus une DSP où on change d'opérateur, où on peut changer d'opérateur tous les 6 ans. Mais au-delà de ça, c'est surtout la gestion de solidarité entre les territoires, entre les syndicats. Nous avons, nous, un département où je me tourne vers Carole, j'en étais à 77 syndicats. Peut-être, effectivement, il y a une commission qui en a supprimé 2 ou 3, mais on a encore beaucoup trop. Et je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui, pour cette ressource que nous avons, qui est précieuse, hein, on le dit bien commun, nous devons de réfléchir ensemble et faire des choix ensemble. J'ai beaucoup apprécié la table ronde qui était auparavant, où nous avions donc différents syndicats départementaux qui font la preuve et qui témoignent de l'intelligence de la gestion à plusieurs, où on partage ces enjeux et où on partage aussi les moyens, où on les mutualise. Et je crois que vraiment, et notamment, on mutualise l'ingénierie. On va en parler tout à l'heure, hein, des ressources de substitution. 67 syndicats, ça paraît beaucoup. Il en faudrait combien pour être efficace? Alors écoutez, là, c'est au département de répondre, mais à mon sens, on peut être sur un syndicat départemental. Je pense qu'un syndicat départemental serait l'occasion de permettre à toutes les... Déjà, je suis très en colère contre le report de la loi NOTRe. J'allais y venir. Qui a invité, qui engageait, qui enjoignait les communautés de communes à prendre la maîtrise, hein, à garder cette maîtrise de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Avec sa version actuelle, la loi NOTRe, voilà, les 77 syndicats vont pouvoir perdurer. Voilà, et on voit bien là, quand on est en Gironde, que même cette loi qui devait se mettre en application en 2026, on voit bien la difficulté, la résistance à y aller. Et pourtant, pour moi, c'est vraiment un enjeu majeur de demain. Mais ça peut s'entendre dans certains syndicats qui disent on a toujours très bien géré, de façon mutuelle, on a toujours interconnecté. Qu'est-ce que l'État vient nous emmerder à nous imposer? Non. Justement, la preuve, enfin en tout cas en Gironde, elle démontre, alors on verra avec le schéma départemental qui va nous être présenté en juillet, mais elle le démontre bien qu'on est sur des territoires. Alors je le dis d'autant plus que nous avons, nous, un projet partagé avec 8 syndicats de Gironde, hein, sur une ressource de substitution, où je vois bien, et d'ailleurs je l'ai rencontré hier dans une commission territoriale, où on a des territoires qui sont en très très grande difficulté, qui ont un rendement très très faible, et qui alors le prix de l'eau, vous l'avez dit, le prix de l'eau, on s'emploie à ne pas augmenter le prix de l'eau, mais on peut pas rester avec un prix de l'eau égal, hein, et de pouvoir renouveler nos canalisations, c'est pas vrai. On va y venir, Monsieur Duprat. Oui, d'abord, toute décision qui vient d'en haut, qui est imposée à tous les syndicats, ne marchera pas. Donc, c'est pas la peine de s'agacer là-dessus, hein. Donc voilà. Aujourd'hui, tout le monde a bien conscience qu'il y a trop de syndicats. Le constat, je pense qu'on est capable de le faire. Or, il existe des bassins, hein, bassins versants, des choses qui existent dans ce département de la Gironde. Donc, passer de un seul syndicat pour l'intercommunalité n'est pas, à mon avis, la meilleure des solutions. Mais il faut que les gens travaillent ensemble. On a donné un premier exemple à la dernière commission départementale de coopération intercommunale qui avait un effet un peu de vitrine, si je puis dire. C'est de se dire, vous voyez, 2 syndicats et 3 d'un côté se sont rassemblés et on peut y arriver. Et on sait très bien que ce genre de choses se fait toujours plutôt en début de mandature qu'en fin de mandature pour des élections. Là, on va avoir une nouvelle génération d'élus, comme toujours. La dernière fois, c'était 40% de nouveaux élus. Donc, il y aura bien une nouvelle génération d'élus qui sera sans doute plus sensible au fait de se rassembler et on ira par plusieurs étapes. Ce que l'on reprochait avec la loi NOTRe, c'est qu'elle disait, au 1er janvier 2026,
tout le monde en ligne, le doigt sur la couture du pantalon, et c'est terminé. Enfin, vous étiez prévenu quand même suffisamment tôt. Oui, bien sûr, mais vous savez, comme toujours, c'est comme les impôts. Hein. Vous savez que vous avez jusqu'à telle date, et puis il y a la queue devant le centre des impôts pour aller porter sa déclaration le jour venu. Enfin, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal français, j'en sais rien, chacun le verra comme il veut. Mais en tout cas, moi je pense que si on se laisse un peu de temps, on y arrivera à l'objectif, parce qu'on y arrivera d'une manière économique, parce que l'ampleur des travaux qui seront à réaliser, l'ampleur de gestion qui seront faites. Et puis après, il faut laisser un peu de liberté au territoire. On ne peut pas tous les matins se dire l'État décide de tout et nous, on n'a pas de liberté dans les territoires. Puis à un moment donné, dire on veut que ça arrange parce que le sujet nous intéresse. Donc ces syndicats, ils ont un intérêt. Il faut qu'ils sont... Oui, c'est une loi, mais toute loi peut être changée. Hein. C'est le principe de la démocratie. Puisque quand on s'aperçoit que ça ne marche pas forcément bien. Donc moi, je pense que ça va se mettre en œuvre. On est un certain nombre à faire de la pédagogie en disant, regardez, ça marche à tel endroit, ça marche à tel endroit. Mais est-ce qu'on ne perd pas du temps quand même? Oui, on va peut-être perdre un peu de temps, mais on va y arriver. Et on va y arriver. Monsieur Hilbert, ensuite Monsieur Janicot, pardon. Juste rebondir effectivement sur cette question de mutualisation. Effectivement, peut-être que je pense que le côté obligatoire sur certains territoires, il était nécessaire. Je vous donne juste un exemple. Sur mon territoire, moi j'ai le Cantal, 230 communes, 144 syndicats d'eau potable. Donc beaucoup de syndicats sont des communes isolées. Et sur ce territoire, en 2022, on a eu 400 ruptures ou tensions sur l'eau potable. Avec des syndicats, bien évidemment, qui ne peuvent pas renouveler leur réseau. Parce que quand on a un prix de l'eau qui est à 80 centimes du mètre cube, voire zéro, c'est assez difficile de dégager des marges de manœuvre pour revoir son réseau, surtout quand pour chaque cantalien, il y a 900 mètres de tuyaux. Donc ça fait un paquet de linéaires. Donc effectivement, le côté obligatoire permettait d'obliger effectivement cette mutualisation. Je pense que là où on aurait pu assouplir, et finalement ça a été assoupli dans cette remise en cause de la loi NOTRe, c'est la possibilité de faire des syndicats qui étaient infracommunautaires, où là effectivement, surtout dans des zones de montagne où on a des logiques de vallée, la mutualisation sous forme communautaire, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus pertinent. C'est ce qui est ressorti de Cyclo-Salanches en début d'année. Voilà. Pour autant, nous à l'Agence de l'eau, on promeut cette mutualisation, cette solidarité, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra, faire les investissements d'avenir, se sécuriser sur certains territoires en cas de renouvellement d'une année comme 2022. C'est assez symptomatique. Moi, je prends souvent cet exemple. Le département de la Charente est très bien structuré sur l'eau potable. On a 6-7 syndicats, des gros syndicats. Pourtant, en 2022, il y a eu une commune qui a été en tension et qui a été en rupture, qui a fait rouler de l'eau qui venait de la Creuse. On peut se poser la question de l'impact. C'était une commune qui avait voulu rester toute seule. C'est un peu comme le village gaulois en France. Il est resté tout seul. C'est le seul qui n'a pas eu d'eau et tout autour, ils avaient de l'eau parce qu'ils étaient interconnectés. Donc nous, on milite effectivement pour cette solidarité, pour qu'il y ait une sécurisation de ces communes, et qu'il y ait un renouvellement du patrimoine, en tout cas un entretien du patrimoine, et un service également. Parce que quand on n'a pas le prix de l'eau, on n'a pas d'employé municipal qui est dédié au suivi de la qualité de l'eau. On a des communes où c'est encore un élu en charge de l'eau qui va mettre le berlingot de Javel dans l'eau. Enfin, on en est à ce niveau-là. Donc effectivement, entre effectivement une structuration départementale, et on a des exemples sur le territoire où ça marche très très bien, parce que là, on peut faire une interconnexion très très fine, et effectivement le Cantal ou la Corrèze, je prends l'exemple du Cantal, mais la Corrèze c'est à peu près du même niveau, on a des marges de manœuvre, et on le voit aujourd'hui. La remise en cause de la loi NOTRe, on a des territoires qui avaient commencé à faire leurs études de gouvernance et qui ont été sensibilisés et continuent dans cette mutualisation. On a des territoires où ils ont tout arrêté, où ils se sont dit, comme on n'est plus obligé de le faire, on arrête tout et puis on verra bien ce qui se passera derrière. Donc, et vous leur dites quoi à ces territoires-là? Vous leur dites non, au contraire, continuez les études parce que ce sera alors là, déjà, on leur dit, c'est simple, si vous finalisez pas les études, on ne va pas vous financer des bouts d'études. Donc, c'est un peu trivial, mais ça marche quand même toujours. Ce sur quoi on milite, c'est qu'ils finissent déjà les études pour avoir une aide à la décision. Ça permettra de poser quand même le problème et les enjeux et les faire maturer derrière comment ils arrivent à se regrouper.
Je vois que c'est un sujet qui vous anime, Monsieur Janicot. À Limoges, la loi NOTRe était perçue comment? Alors là, c'est au-delà de, comme disait mon collègue tout à l'heure, ça va au-delà de Limoges. Là, on est plutôt sur le département, puisque c'est le préfet qui a porté localement la loi NOTRe qui a été décidée par le gouvernement. Et donc, ce changement complètement radical, qu'on regrette aussi. Moi, je partage tout à fait l'avis de M. Hilbert. On regrette parce que, alors nous, sur Limoges, on a un syndicat, d'ailleurs, il y a un vice-président qui est là, Vienne Briançgore, qui a beaucoup de communes. Donc, sur la Haute-Vienne, on est plutôt pas trop mal équipé, mais il y a encore dans des zones rurales deux choses. Un, des communes seules qui toutes seules ne peuvent pas porter des investissements de renouvellement. On a vu ce qui s'est passé en Creuse, c'est l'exemple qui a été donné en Creuse. Et c'est là qu'on voit que la politique est très importante et qu'on est très responsable là-dessus. Parce que si on n'anticipe pas, ça va être des générations futures qui vont subir. Et le temps de le mettre en place, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc il faut qu'on anticipe déjà. Donc il y a des communes qui sont seules. On a aussi des diagnostics d'évolution au changement climatique avec des cours d'eau extrêmement sensibles et qui évoluent malheureusement défavorablement en période d'étiage. On parle de 2022 parce que c'est une année exceptionnelle, mais qui ne le risque effectivement de ne pas l'être dans l'avenir. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits, on sait, qui vont être en stress hydrique très dramatique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État, ce qu'ils avaient demandé, c'était au moins que des communes, même 2 communes, mais au moins qu'il y ait un minimum de mutualisation des moyens et de réflexion sur des investissements. Donc le préfet de la Haute-Vienne lui-même nous a clairement réunis plusieurs fois en disant, c'est très simple, effectivement l'État n'impose plus de faire cette démarche, les diagnostics ont été lancés, ils vont se finaliser, après on charge aux communes d'aller dans le sens de mutualiser les moyens et de faire des petits syndicats, peu importe la grandeur du syndicat, c'est même pas le sujet, c'est déjà de réunir les moyens et de prendre conscience comment se préserver de futurs événements climatiques ou techniques, puisqu'il y a des endroits quand même où ils sont livrés par un réseau, et si ce réseau est en difficulté, ils n'ont plus d'eau. Donc il faut trouver des ressources supplémentaires, parallèles, de manière à se couvrir. Et le préfet a clairement dit que même si l'État n'impose pas aujourd'hui, ça n'empêche pas les personnes de le faire quand même. Donc je pense qu'il y a des élus, en tout cas sur le département de la Haute-Vienne, qui l'entendent et qui se disent, bon, on ne va pas perdre toute cette énergie, ces moyens financiers pour rien. Il y en a qui vont, je pense, continuer à franchir le pas, mais peut-être moins rapidement que prévu, mais vont quand même le faire. D'autres, pas sûr. Mais le préfet, je peux vous le dire, il a clairement dit que sur les projets d'investissement, sur les canalisations, etc., il se souviendra de ceux qui ont fait l'effort de mutualiser pour les soutenir plus fortement que ceux qui ne feraient pas cette démarche. D'accord. Autrement dit, la loi NOTRe, on l'a oubliée, mais elle est là quand même. Voilà. Et le préfet est là pour en rappeler l'esprit. Est-ce que, avec tout ça, on simplifie ou pas la gouvernance de l'eau? Donc, on imagine des syndicats des eaux à l'échelle du département, on a des EPTB, on a un comité de bassin, on a des clés, on a le département, on a la région, on a des comités des usagers, des commissions territoriales, pardonnez-moi, j'ai oublié l'acronyme. L'agence de l'eau, évidemment. Est-ce qu'avec tout ça, on y comprend quelque chose? Est-ce qu'avec tout ça, voilà, vous discutez entre vous? Est-ce que pour les usagers, est-ce que pour les industriels, est-ce que pour les agriculteurs, les choses sont simples? Juste 2 minutes. La gouvernance de l'eau en France est très compliquée. Oui. Après, on en a parlé, le sujet de l'eau est très compliqué, il est très vaste. Il est sur énormément de champs et donc effectivement, l'un est lié à l'autre. Je pense qu'effectivement, sur la gouvernance, il y a des choses à faire. Alors, on en a parlé sur l'eau potable. On a d'autres sujets. Sur la GEMAPI, il y a peut-être des choses aussi avec des regroupements à faire par bassin versant de manière plus mutualisée. Mais j'aurais tendance à dire c'est un peu inhérent à l'eau parce que, effectivement, dans la gouvernance, on a même quelquefois des acteurs dont l'objet n'est pas l'eau. Je vais prendre l'exemple de l'agriculture. L'objet de l'agriculture, ce n'est pas l'eau en tant que gestion de la ressource.
Pour autant, ils utilisent de l'eau. Pour autant, c'est des acteurs qui rentrent dans la gouvernance de l'eau à un moment ou à un autre. Donc je rajoute les chambres d'agriculture. Oui, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez rajouter les CCI, puisqu'on a parlé d'industrie. On travaille beaucoup, ça a été dit avant, avec le tourisme. On pourrait se dire que finalement, le tourisme est peut-être loin du sujet de l'eau. Sauf que quand on commence à parler des campings sur la côte et de l'utilisation de l'eau par les campings et de quelle manière on peut réutiliser de l'eau dans les campings, on arrive sur le champ de l'eau. D'accord, mais est-ce que... vous avez l'air de dire que finalement, ce n'est pas nécessaire de simplifier, que la complexité, elle n'est pas purement bureaucratique, elle est liée à la complexité des usages, à la complexité de l'eau, à la multiplicité des acteurs. Donc ça, c'est une ancienne, une tarte à la crème de journalistes, il faut simplifier, il y a trop de bureaucratie, trop de millefeuilles administratifs. De toute façon, le fait que l'eau soit ce qu'elle est, un sujet complexe, il y aura toujours, employons ce terme, un millefeuille administratif. Oui, parce que je ne vois pas comment on peut imaginer un syndicat qui va faire de l'eau potable, de l'assainissement, qui va également s'occuper de l'eau industrielle, qui va s'occuper... La problématique de l'eau, c'est qu'on est, et on le voit bien, le sujet de l'eau, c'est le seul sujet qui transcende les limites administratives. On a un bon exemple, l'agence de l'eau, on coupe des communes, alors pas beaucoup, mais ça nous arrive de couper des communes, des départements, des régions, parce que les bassins versants ne sont pas calés sur des limites administratives. Et il y a une problématique et chaque fois territoriale, c'est-à-dire qu'avoir une structure qui peut avoir une compétence multiple, ça veut dire qu'il faut que le territoire soit adapté à cette compétence. Une aire d'alimentation de captage pour l'eau potable ne va pas être pareil qu'un bassin versant d'un ruisseau sur lequel il faut faire de l'entretien. Madame Cassou-Scott. Oui, par rapport à cette gouvernance, je dirais, pour faire partie du comité de bassin d'Haute-Garonne et de différents sages et de clés, donc de schémas d'aménagement de la gestion de l'eau, des nappes souterraines, de l'estuaire. C'est un appareillage qui paraît complexe, qui l'est. Mais franchement, moi, j'ai découvert quand même toute sa richesse, de sa complexité, de sa diversité. Pour le comité de bassin d'Haute-Garonne, c'est en fait un parlement, finalement, un vrai parlement où on apprend à se parler, à se comprendre entre ruraux, urbains, même si c'est un comité de bassin qui est très fortement rural et que les métropoles se font pas trop entendre, alors que nous sommes deux métropoles, Toulouse et Bordeaux. Mais oui, on apprend les uns les autres et on essaie de prendre les décisions qui nous semblent les plus pertinentes au regard des enjeux. Cependant, je dirais que cette gouvernance, elle est mise à mal aussi parce que quand on décide, moi j'ai souvenir quand même d'avoir réussi à faire en sorte que les agriculteurs, par exemple, participent un petit peu plus qu'ils ne le faisaient par une redevance dans le budget du comité de bassin, et que ce même budget, l'État nous dit non, on ne va pas agir comme ça, on va passer autrement. C'est-à-dire qu'on a une gouvernance un peu limitée quand même de ce plan démocratique. Quand je prends le plafond mordant, par exemple, où l'État décide de prendre notre budget écrété. Donc, alors que nous avions vraiment discuté, des fois âprement, sur des choix et nous étions parvenus à des accords. Et ça, c'est effectivement, je dirais, regrettable. Donc cette gouvernance, et puis aujourd'hui, vous le savez, les agences de l'eau sont un peu discutées à l'échelle nationale. On est dans l'expectative là, d'attendre un peu ce qui va en sortir. Moi, je rejoins certains présidents de département, d'ailleurs, qui sont présents au comité de bassin, qui défendaient cette merveilleuse loi de 64 en disant qu'on avait été visionnaire. Moi, je pense qu'effectivement, cet appareillage complexe reste quand même très pertinent. Oui, puis cette loi 64 qui fait partie des choses avec les sacs à main et les rafales qu'on exporte dans le monde entier, manifestement. Monsieur Labrousse, je vous trouve bien sage. Je suis sûr que vous avez la région là-dedans, dans cette administration, pour ne pas dire gouvernance de l'eau, vous la placez comment? Et vous aimeriez qu'elle ait plus de place? Elle a un rôle, je disais tout à l'heure, elle est dans des instances. Ouais. Comité de bassin, on y est, président Rousset, président du comité de bassin. C'est le Parlement de l'eau, le comité de bassin. Je trouve que tout le monde peut s'exprimer. Mais il fonctionne bien, ce Parlement de l'eau?
Bah écoutez, moi je siège, tout à l'heure il y avait Thierry Burlot qui était là, je ne sais pas s'il est encore là. Non. Je siège en Loire-Bretagne, je vois mes collègues en Adour-Garonne. Oui, ça fonctionne bien. Ce qu'il faut, c'est que l'État aussi, donc en dehors de l'agence, l'État, avec ses lois, permette aux élus locaux que nous sommes de faire en sorte que l'eau reste sur nos territoires en qualité pour qu'on puisse exploiter. Les lois qui sont prises en ce moment ne favorisent pas, on parlait tout à l'heure de sobriété, on parlait de qualité de l'eau, ne favorisent pas les politiques locales que l'on veut mettre en place. Je ne vais pas aller sur le champ des pesticides, mais vous voyez où je veux venir, notamment sur la qualité de l'eau. Je voudrais juste revenir par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, et on a beaucoup parlé de syndicats d'eau potable, donc la distribution d'eau potable, on n'a pas trop parlé des syndicats de rivière. On a parlé un petit peu de GEMAPI, j'entendais l'agence de l'eau en parler. J'allais y venir, allez-y. Voilà, sur la GEMAPI. On a un peu la même problématique sur la GEMAPI aujourd'hui, cette taxe qui est levée au niveau des EPCI et qui après, souvent c'est les syndicats de rivière qui font le boulot. Cette taxe GEMAPI, pour moi, aujourd'hui, elle est mal levée. Elle est mal levée parce qu'on parlait de solidarité tout à l'heure. Elle ne repose que sur la taxe foncière, c'est ça. Oui, et vous avez des zones qui sont densément peuplées où là, le PCI va avoir énormément d'argent pour faire des choses. Et vous avez dans les zones rurales très peu de levée de fonds, parce que vous avez très peu d'habitants. Et finalement, c'est là où on doit agir le plus pour la qualité et la quantité de l'eau. Et donc récemment, on a été auditionné par une commission de l'Assemblée nationale. Je leur ai dit, il faut repenser ça. La loi nôtre, elle est très bien. Mais par contre, il faut repenser cette taxe GEMAPI. On parlait de bassin versant. Tout à l'heure, Nicolas Hilbert l'a dit, et nos collègues élus aussi. Je pense qu'effectivement, le bassin versant, c'est vraiment le bon échelon pour parler de l'eau. Vraiment de l'eau. Que ça soit sur la GEMAPI ou au niveau du quel syndicat bassin d'eau. versant Les plusieurs, à l'échelle alors, locale, du on a- ruisseau, de la rivière? Oui, on a au niveau d'un cours d'eau, enfin l'agence de l'eau Adour-Garonne, c'est bien Adour-Garonne. Ensuite, on décompose, je vais prendre chez moi, c'est le bassin Charente. Vous avez d'autres bassins. Ouais, au niveau de la rivière, oui, au niveau de la rivière principale. Au niveau du clé, de la clé. La clé, voilà. Ça, c'est le mini-parlement de l'eau, c'est-à-dire que la clé, Commission locale de l'eau, mesdames, c'est- messieurs. c'est l'agence de l'eau au niveau du territoire. Donc c'est très bien, je veux dire, tout le monde peut s'exprimer, on arrive à des consensus pour agir concrètement sur le territoire. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. On peut faire toutes les lois qu'on veut, à un moment donné, on a besoin sur le territoire d'agir concrètement. Donc ce sont ces comités locaux de l'eau, le comité de bassin, qui nous permettent de nous exprimer tout autour de ce thème de l'eau. Après, j'aimerais bien que l'État nous permette d'avoir un ministère de l'eau. Pour prendre, parce que là on disait tout à l'heure, Il y a une direction générale de l'eau au ministère, mais oui, ça suffit il nous pas. faut un ministère de l'eau, parce qu'on le voit bien, on a plein d'échelons. Le citoyen français se dit mais ça sert à quoi tout ça? Si on avait un ministère de l'eau, déjà on aurait identifié l'importance de l'eau au niveau national. Je pense que c'est important d'aller là-dessus. Mais vous n'avez pas fini sur la GEMAPI, manifestement elle est sous-financée. Qu'est-ce qu'il faut? C'est notre taxe, il faut l'augmenter, il faut l'appliquer aussi aux locataires. Aujourd'hui, vous avez des syndicats, des EPCI qui ne lèvent pas de taxes. Vous en avez qui lèvent le maximum. Alors, je crois que c'est autour d'une quarantaine d'euros. 40 euros. 40 euros, voilà. Bien, j'ai dit tout à l'heure, dans une zone rurale, vous allez avoir peut-être du mal à lever cette taxe. Vous allez avoir très peu, finalement, de finances pour agir. Certes, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut repenser au Oui, mais- niveau, je pense, au niveau du bassin de la D'accord. rivière, redécomposer cette taxe GEMAPI, peut-être la lever au niveau, alors je l'ai déjà dit, mais des EPTB, au niveau de cet échelon géographique, pour qu'on puisse agir partout sur le territoire. Juste avant notre débat, il y a eu, tout à l'heure, il y avait Audi7, je vois des gens d'Audi7 qui intervenaient, sur les solutions autour des champs captants d'eau potable pour la protection. Mais quand on veut faire des choses, il y a la politique et puis il y a l'argent. Donc à un moment donné, il nous faut des moyens pour pouvoir agir au quotidien sur le secteur. Si on n'a pas de taxes, si on n'a pas levé assez de taxes, on ne peut pas aider au changement de comportement. Parce que c'est aussi ça. Tout à l'heure, j'entendais dans la conférence, pour accompagner le monde agricole, le monde industriel, aujourd'hui, on a besoin de les aider. Si demain, ils ont moins de rendement, moins d'efficience, eh bien, il va falloir qu'on accompagne, nous, avec la puissance publique, ces choses-là. Et donc, il nous faut aussi des fonds. Et je pense que cette taxe GEMAPI, ou d'autres taxes, mais cette taxe GEMAPI, si elle est élevée correctement au niveau d'un bassin, va nous permettre de mettre en place des choses là où il y en a besoin. Voilà. Et il manquerait aussi, selon certains élus, une taxe sur la gestion des eaux pluviales qui n'existe pas, qui est financée par l'assainissement finalement. Cette taxe des eaux pluviales, oui, mais je pense qu'avec la GEMAPI, on peut aussi arriver à traiter ces problèmes de pluviales. On a dedans la protection inondation, le pluvial en fait partie. À un moment donné, on ne va pas mettre des taxes et des taxes. Il faut une taxe et qui serve à tout le monde.
C'était en partie dans le rapport de Pierre Laroche sur la gestion des eaux pluviales publié en 2018 et on l'a toujours pas. Il y a eu une taxe eaux pluviales pendant quelques mois ou un an en France, je ne sais plus suite à quelle loi et qui a été supprimée. Monsieur Janicot, vous souhaitiez intervenir ? Oui, c'était pour revenir sur votre question de la complexité du Oui. domaine de l'eau et la compréhension. Je parle du grand public en l'occurrence. Effectivement, je pense qu'il faut être très pragmatique sur le sujet. Déjà, quand on pose aux personnes, on le disait tout à l'heure, quand on ouvre le robinet, on ne sait pas d'où vient l'eau. Déjà, il faut commencer par la base. À partir du moment où les gens comprennent mieux le pourquoi, ils comprendront d'autant plus les actions que l'on met en place. Nous, par exemple, à Limoges Métropole, on a pour la première fois, il y a 2 ans, ouvert la station d'épuration de Limoges, qui est une station grandement aidée d'ailleurs par l'agence de l'eau, alors Loire-Bretagne, parce qu'on est sur ce bassin-là. Mais on a ouvert la station d'épuration, et c'était une première. Et bien, à notre grande surprise, tous les créneaux horaires ont été pris. Donc ça montre quand même qu'il y a un intérêt, une curiosité tout du moins, et ça permet aussi de faire passer des messages. Donc ça, c'est des angles. Il faut qu'on s'ouvre, nous aussi, en tant qu'élus et services, à la population pour leur montrer derrière les portails, derrière les portes, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, pour mieux comprendre, parce qu'ils comprennent tout ce qui arrive et ils comprennent aussi ce qu'on renvoie dans les rivières, simplement, qui devient potentiellement en aval de l'eau potable en pot puisé dans ces ressources-là. Et c'est aussi l'école. L'école, c'est extrêmement important. Le jeune public, c'est l'avenir. On sait que les nouvelles générations sont peut-être plus sensibles à l'environnement. On sait peut-être pourquoi en subissant ce qui se passe aujourd'hui. Mais on doit revenir sur les basiques, sur qu'est-ce que le cycle de l'eau. Et à partir de là aussi, quand on parle de fuite sur les réseaux, les conséquences que ça peut avoir, qu'il y a un entretien à faire. Donc je pense que sur l'information du grand public, ça passe par ces éléments qui sont basiques. Mais on doit revenir là-dessus pour qu'on comprenne mieux le fonctionnement. Alors pas de gouvernance, mais en tout cas de fonctionnement de la gestion de l'eau de manière générale. Et ça passe aussi chez vous par un diagnostic obligatoire en cas de vente de maison. Lors d'une vente de maison, un diagnostic assainissement. Exact. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on aborde tous les sujets, on ne néglige rien. Et là, on a mis en place très récemment, avec une évolution dans le temps, jusqu'en 2026, ça va glisser 2027, parce que on va dire qu'on est victime de notre succès. C'est simplement que toutes les maisons, il y a eu un diagnostic de fait qui montrait que les assainissements non collectifs, il y avait beaucoup de maisons qui n'étaient pas aux normes. Et comment agir pour faire, je dirais, des travaux sur ces équipements? Et bien simplement en travaillant avec la chambre interdépartementale des notaires, parce qu'eux aussi ils avaient des problèmes au moment de la vente, parce que simplement que quand il y a un propriétaire qui vend, ces réseaux-là, on ne les voit pas, et c'est le jour où la personne qui a acquis le bien se rend compte que, oula, là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, il y a des odeurs, il y a... Eh bien, ça met en difficulté le notaire, ça met en difficulté peut-être potentiellement l'agent immobilier, tout un tas de systèmes de fonctionnement autour d'un bien. Donc on a travaillé ensemble et on a décidé simplement de mettre en place systématiquement dans les maisons avant 1980 un contrôle obligatoire avant la vente. Ce qui fait que le bien, on voit si c'est aux normes, eh bien, la valeur qu'il a correspond au moins au bien. Si ce n'est pas le cas, non seulement il y a des travaux qui peuvent être faits avant, ou alors dans l'année qui suit, au moment de la vente. Et du coup, il y a un suivi par rapport au service de Limoges Métropole. Donc on a mis en place une cellule spécifique de suivi. Et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de remontées. Et donc il a fallu qu'on augmente notre cellule de recrutement qu'on avait prévue au départ. Donc ça montre qu'il y a un impact très positif et très rapide. Et si les gens n'ont pas les moyens de faire les travaux, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, on a toujours les moyens déjà. Celui qui vend, automatiquement, c'est le bien automatiquement qui va en subir les conséquences. Mais c'est juste que son bien va être évalué. Par contre, celui qui acquiert, il acquiert en connaissance de cause. Donc il aura automatiquement les moyens pour le faire. Donc vous avez fait un DPE assainissement. On peut voir ça comme ça. Monsieur Hilbert, ça vous plaît ça? Je suis sûr que ça vous plaît. Le sujet de l'assainissement non collectif, c'est un vrai sujet sur certains secteurs. Alors, l'agence de l'eau à Dordogne, on est moins sur ce sujet. Notre problématique est plus sur la question d'assainissement collectif et de l'impact de l'assainissement collectif qu'il peut avoir sur le déclassement d'un certain nombre de masses d'eau. Et on a une stratégie en ce sens. Ça nous arrive d'accompagner, là pour le coup, des branchements sur l'assainissement collectif, mais ce n'est pas un choix qui a été fait. On essaie d'abord de gérer
on va dire, le gros du problème en termes de pollution, là pour le coup, qui est effectivement sur l'assainissement collectif. Et on a encore un certain nombre de stations. Alors, on avance à marche forcée. On a un objectif de 2027 qu'on ne va pas tenir à 100%, mais on y sera quasiment, où on aura réussi à résorber sur le bassin tout ce qu'on appelle les systèmes d'assainissement impactants, c'est-à-dire les stations d'épuration qui, par leur rejet, parce qu'elles ne sont pas... c'est pas une question obligatoirement de normes, mais parce qu'elles sont un petit peu vieillissantes, elles ont besoin d'être modernisées, pour éviter que ça entraîne une dégradation trop importante du cours d'eau. Pour des raisons, il y a des enjeux environnementaux, bien évidemment, mais on a certains territoires comme la Dordogne, où on a une grosse activité canoë, par exemple, ou de baignade, où il y a un enjeu également sanitaire derrière et lié à l'activité touristique. Messieurs, dames, y a-t-il des questions, des remarques, une manifestation quelconque d'émotion particulière, une correction? Je vais vous faire tous les syllabes en sion. Paola est là avec le micro, elle n'attend qu'une chose, qu'un bras se lève. Et en général, quand un bras se lève, c'est une forêt de bras qui se lève, comme dans le port de Rochefort lors de sa gloire, ou bon bref. J'avais une citation en tête que je viens d'oublier, c'était de Lamartine, histoire de faire le malin, mais en fait c'est complètement ridicule vu que je l'ai oublié. Oui, merci. Madame, vous étiez tout à l'heure présent, vous avez posé une question. Je vous paierai donc un verre, car là, vous me sauvez ce premier plateau questions-réponses. On vous écoute. Représentez-vous, pardon. Oui, Cécile Chagnon, en charge de l'urbanisme à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles. On a sur le territoire de Saint-Médard beaucoup de captages ou de champs captants avec de l'eau potable qui alimente une partie de la métropole. Tout n'est pas protégé par arrêté préfectoral, loin de là, et notamment le plus grand champ captant Tilgamarde. Ça fait à peu près 10 ans que ça dure, c'est toujours pas protégé. Et je voulais savoir, pour ceux qui sont protégés, quels sont les moyens que vous avez les uns les autres à faire verbaliser ou vérifier que les arrêtés sont bien respectés dans les périmètres de protection, parce que c'est bien d'établir des arrêtés. Nous, l'urbanisme, on relaye, on prescrit, et après, on manque, nous, de moyens, les municipalités, pour faire des procédures, et on sait très bien qu'il y a du non-respect, voire même de la fragilité de la ressource, ou de la menace, en tout cas sur la ressource. Donc je voulais savoir quels étaient les moyens que vous aviez pour faire respecter ces prescriptions. Les moyens, c'est l'OFB, je suppose. Oui. Pas la police de l'eau, Madame Cassou-Scott. Oui, je vais vous répondre, puisque Saint-Médard, c'est dans la métropole de Bordeaux. Et donc, vous évoquez un champ captant que nous connaissons bien, effectivement, sur lequel nous avons beaucoup de vigilance et d'attention. Votre question est intéressante parce qu'effectivement, elle rejoint une demande forte de tout le réseau de France au public dans lequel nous sommes, qui défend la sécurité des champs de captage, de l'alimentation de champs captants. On n'en est pas encore là, on regrette qu'il n'y ait pas plus de réglementation de protection. Il y en a il y a quand même un rayon de protection qui est assuré, mais il n'est pas suffisamment, à notre sens, assez large. En plus, nous sommes dans un bassin qui est très industriel, vous le savez, et nous avons eu d'ailleurs en 2012 une contamination au perchlorate qui nous a empêché de délivrer l'eau pendant très longtemps. Ça nous a quand même beaucoup pénalisé. Perchlorate, il y avait une usine d'explosifs ? Oui, de Ariane Group. Oui. On est dans cette zone-là. Donc, on est très vigilants, bien sûr. Nous sommes en étroite relation avec la préfecture et avec l'ARS, qui joue son rôle quand même, d'aller faire les contrôles nécessaires. Et puis, c'est l'ARS et pas l'OFB qui peut, pour le coup... C'est l'ARS qui opère. Et aussi en tant que régie, puisque l'opérateur public de la métropole, eh bien, la régie se rapproche de tous ceux et celles, toutes les institutions, quelles qu'elles soient, qui sont susceptibles de polluer. Donc nous sommes effectivement aussi, nous avons un travail d'anticipation et de pouvoir protéger au mieux notre ressource. C'est une vraie problématique que vous soulevez là sur effectivement la sécurité des champs d'alimentation, des champs captants. Alors qu'est-ce qui manque pour que ce soit mieux préservé? Il faut plus d'agents, il y a un problème réglementaire? Il y a une réglementation, elle est là. Après, pas suffisante. Il y a aussi l'anticipation, c'est éviter toute pollution.
Oui, certes. C'est d'aller à Mais la une fois source. qu'elle est là, on fait quoi? D'aller à la source. Une fois qu'elle est là, nous on s'en est rendu compte. Hein, on a dû arrêter le captage pendant plusieurs années avant de. C'est extrêmement dommageable ce genre de problème. Et là, la problématique, c'est aussi qui paye. Qui paye? Nous sommes sur je parlais du réseau France au public, de demander pollueur-payeur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. Donc ce sont les opérateurs d'eau qui ont à traiter, qui subissent, vous les citoyens déjà, hein, les premiers, et puis ensuite nous, pour traiter encore plus, pour pouvoir garantir au mieux la qualité de l'eau, et ça a un coût. Et aujourd'hui, ce sont les opérateurs qui le subissent. Alors effectivement, ce ne sont pas les pollueurs-payeurs. Ça pourrait changer avec l'article 4 de la loi anti-PFAS, hein, qui repose le financement de la dépollution sur les émetteurs nets de pollution, qui pourraient aussi se retrouver être les stations d'épuration. Il faut attendre les décrets et les arrêtés. Monsieur Hilbert, sur la question posée par madame. Alors là, je vais taper en touche parce que l'agence de l'eau ne fait ni de la réglementation ni de la police de l'eau. On accompagne des projets sur le territoire, donc typiquement, là, on n'est pas intervenant. Messieurs, dames, y a-t-il d'autres questions, remarques, etc. Pour finir gentiment, les solutions fondées sur la nature, c'est vous, monsieur Labrousse, qui les aviez abordées. Vous voyez où je veux en venir, monsieur Hilbert. Elles sont lesquelles pour vous, les solutions fondées sur la nature? On n'entend plus que ça. Hein. Et apparemment, ça va tout résoudre, mieux que le génie civil. C'est quoi pour vous? Il faut simplement regarder ce qui se faisait à l'époque et ce que l'on doit remettre en place. Reméandrage de cours d'eau pour ralentir l'eau, la garder au maximum sur le territoire. La région Nouvelle-Aquitaine, on a mis en place un règlement d'intervention, c'est la renaturation des zones humides. Ces zones humides, on entend beaucoup parler. C'est quoi une zone humide? Comment on le définit? Comment on fait pour la reconquérir? À quoi elle sert? Bien, ces zones humides, je veux dire, ça nous permet de ralentir l'eau, ça nous permet aussi d'avoir une partie d'épuration de l'eau. Donc toutes ces solutions fondées sur la nature, elles vont être, je l'ai dit tout à l'heure, mais elles vont permettre de répondre à une problématique de quantité d'eau et surtout la qualité de l'eau. Donc à partir de là, vous avez, quand on parle du monde agricole, des solutions aussi au niveau assolement, vous avez des choses qui sont cultivées sans intrants, qui vont permettre d'avoir sur notre territoire moins de pesticides, moins de produits phytopharmaceutiques. Et donc là, je regarde au 17 aussi, parce que nous avons, dans le cadre de la région, le programme Ressources. Vous parlez tout à l'heure de la protection des champs captants. Eh bien, c'est un dispositif qui est volontaire. Les gens sur le territoire, les agriculteurs essentiellement, participent à ça. Et donc, on vient informer, travailler avec le territoire pour éviter les pollutions diffuse sur ce territoire-là. Donc avant qu'on tombe sur des zones sous contrainte environnementale avec des décisions du préfet, donc de l'État, il y a au niveau de la région et des territoires un accompagnement avec le programme Ressources pour préserver la qualité de l'eau. Est-ce que la nouvelle feuille de route ministérielle en matière de captage facilite les choses? Alors sur les captages, l'agence de l'eau travaille depuis très très longtemps, hein, puisque on était déjà on a déjà commencé sur les captages qu'on appelait dits Grenelle à l'époque, et donc l'agence de l'eau est copartenaire avec la région et l'État du programme Ressources. Ça fait partie de nos priorités sur la question des captages. En France, depuis 40 ans, on a 12 000 captages qui ont été fermés. Un tiers pour des raisons liées aux pollutions agricoles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, sur certains secteurs, on n'a pas la possibilité, on ne peut pas se payer le luxe de fermer un captage parce qu'on ne trouvera pas une alternative ailleurs. Donc il faut qu'on sauve impérativement ces captages. Et donc on finance tout des programmes d'action sur ces captages avec du curatif, mais principalement du préventif, puisqu'on part du principe qu'il faudra du curatif, mais que si on ne se pose pas la question de la manière de réduire la pollution qui arrive en termes d'eau brute aujourd'hui, mais aussi prévenir ce qui arrivera demain, parce que supprimer une molécule, on sait qu'elle sera remplacée par une autre. Donc si le captage est exposé, il faut absolument travailler en amont. Et pour faire le lien avec votre première question et les solutions fondées sur la nature, parce qu'on en avait discuté, la prairie, sur ces territoires, c'est l'importance de la solution majeure de solutions fondées sur la nature, qui est préserver l'élevage extensif en France. Alors je sais bien que dans les médias, c'est de bon ton de taper sur l'élevage et sur la viande. Ça passe quand même. Ça. Voilà. Ouais.
C'est moins Bref, qu'avant. Sur ces captages et sur un certain nombre de captages, notamment qui eux sont en bon état, on réalise que très souvent c'est parce que en amont de ces captages, on a de l'élevage extensif. La prairie, c'est une formidable solution fondée sur la nature. Alors, la prairie et les haies qui sont associés, en gros le bocage. Pourquoi ? Parce que la prairie, c'est une énorme éponge qui va se gorger d'eau, qui va conserver de l'eau et qui va la restituer l'été au cours d'eau pour pouvoir maintenir le bon niveau dans les rivières. C'est également accessoirement un très bon puits à carbone. Et tout le réseau de haies, au-delà de la biodiversité que ça apporte, ça permet, de tamponner un petit peu les inondations. On sait que certains secteurs où on a eu des inondations massives, c'est aussi parce qu'en termes d'aménagement du territoire, on a eu de gros remembrements et des suppressions de haies qui font qu'on a une accélération de l'eau. Et donc les haies permettent, de réduire ces flux et également de favoriser un transfert et une infiltration plus facile de l'eau vers les nappes phréatiques. Et donc il y a un enjeu pour conserver effectivement cet élevage extensif sur des territoires, parce qu'on sait que le jour où on a l'arrêt de l'élevage, très souvent on a au mieux, entre guillemets, un boisement de ces parcelles, mais la forêt, ça pompe de l'eau, donc ça a quand même un impact sur la ressource en eau, voire un retournement des prairies pour en faire de la grande culture, et donc on perd toutes les externalités positives de la prairie. Par contre, on récupère éventuellement des productions qui vont être traitées, amendées et avec des transferts de nouveaux polluants vers la rivière. Je me souviens, il y a 2 ans, votre ancien directeur Guillaume Choisy, Alain Dupuis, hydrogéologue qui sera là demain, moi-même et d'autres, on avait fait une sorte de formation via des jeux de rôle auprès de confrères de la presse économique et politique. Et Guillaume Choisy leur avait eu ce discours. Et je vous pose la question, monsieur Duprat, vous voulez de l'eau de qualité, mangez une côte de bœuf, ce qui avait stupéfait beaucoup de nos confrères. Mais en fait, c'est tellement vrai, monsieur Duprat, c'est le message que vous allez donner aux maires en vue des élections municipales. Côte de bœuf de préférence de Bazas, Évidemment. Si on peut la prendre localement, et des pommes de terre des Isines, comme ça sera parfait. Bien sûr. Et on sera très local. Non, effectivement, je pense que ce sujet, qui est vaste, parce que on a parlé de la ressource en eau, mais il y a l'assainissement, il y a la Gemapi, tout ce cycle de l'eau est important. Et juste avant, pour revenir à la nature, pendant des années, en zone périurbaine et en zone rurale, on utilisait des fossés qui étaient destinés à faire cheminer l'eau, la stocker et l'infiltrer. Dans les années 70, on a cru bon de canaliser ces fossés, mettre des tuyaux, ça allait plus vite, c'était plus joli, etc. Et on s'aperçoit qu'il faut revenir en arrière. Et aujourd'hui, on fait des opérations d'urbanisme où on met des noues qui infiltrent les eaux pluviales. Ça évite qu'elles partent, elles s'infiltrent, elles passent, on les garde. Donc c'est inciter à des aménagements plutôt de ce type-là. Mais surtout, le message qu'il faudra faire passer durant ces élections et dans la période préélectorale, c'est que l'eau doit être un enjeu de la mandature à venir. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre les 6 ans qui viennent et prendre des décisions plus tard. On l'a dit, il y a des syndicats qui sont à se regrouper, il y a des décisions qui sont à prendre, il y a sans doute à travailler sur des nouvelles ressources en eau. Et ce que j'entends de la part des maires, c'est qu'ils sont, ou présidents de syndicats, finalement c'est souvent les mêmes, c'est l'intégralité de tout ce champ qui est devant eux, dont ils peuvent peut-être être inquiets. Ils peuvent être tentés par certains de faire tout ça en régie, pour d'autres de déléguer à une société. Et finalement, ils se posent cette véritable question, c'est comment je vais gérer ce sujet-là. Alors moi, je suis chacun, il y a les pro-régies, il y a les contre-régies, peu importe, je dirais. La vérité se trouve peut-être entre les deux. La vérité, pour moi, elle est que la ressource en eau, elle doit être publique. C'est trop important. On ne peut pas le déléguer à une société. Mais la résorption des fuites, Privé. est-ce qu'on peut déléguer à une société avec des contrats qui seraient gagnant-gagnant? Plus vous résorbez de fuite, plus le taux de rendement est meilleur la rémunération pourrait être la vôtre. Ça serait peut-être ça finalement le vrai sujet. C'est-à-dire que la puissance publique s'occupe de ce qui est réellement important. La ressource en eau, le traitement de l'assainissement, comment on fait gérer, et puis on délègue à des sociétés. Ce qui rassurerait peut-être un certain nombre d'élus qui sont souvent présidents de syndicats, vice-présidents ou membres de syndicats, qui sont un peu affolés avec tout ce qu'il y a devant. Et je pense qu'on a tous
que ce soit le département, que ce soit la métropole, que ce soit la région, on a tous à faire de la pédagogie pour pouvoir rassurer peut-être ces élus qui, quelquefois, c'est pas le malheur de le dire, qui sont vieillissants, qui font un système de régulation de l'eau avec des systèmes d'autrefois. Il faut aujourd'hui leur proposer. Et je pense que l'agence Adour-Garonne a peut-être un rôle aussi à faire. Tout simplement, vous savez, en début de mandature, on forme les élus. C'est toujours un moment, d'ailleurs, la loi oblige. Peut-être que l'agence Adour-Garonne pourrait peut-être nous aider dans les associations de maires des départements. Comment on pourrait acculturer les élus à ce cycle large de l'eau. Donc c'est ce que vous demandez, c'est ce que vous demandez aux futurs candidats, c'est qu'ils parlent d'eau. Encore faut-il que les électeurs aient l'eau en tête et qu'il n'y ait pas des élus que j'ai pu voir à droite à gauche qui disent avant tout débat sur l'eau, ne vous inquiétez pas mes chers amis, l'eau n'augmentera pas. Alors finalement... Tout ce qui est pas cher est peu respecté. On est Je pense qu'aujourd'hui... Oui, mais encore des élus qui sont là-dessus. L'eau, oui, ne vous inquiétez pas, votez pour moi, l'eau n'augmentera pas. C'est comme les transports gratuits ou pas gratuits, oui, c'est oui. pareil, on est dans le même débat. Je dis qu'aujourd'hui, si on est capable d'expliquer aux gens que l'on va vous garantir une eau potable de qualité, mais qu'il faut la payer au prix qu'elle vaut, je pense que ça peut s'expliquer, et d'autant plus ça peut s'expliquer plus facilement en début de mandature qu'en fin de mandature. Ça, c'est sûr. Madame Guerre, vous souhaitiez prendre la parole. Vous allez donc conclure, j'allais dire concluer. Vous allez donc conclure ce débat. Alors, c'est juste pour rebondir sur ce qu'a dit Nicolas aussi par rapport à la nature, dans la compréhension aussi. Nous, on a un travail que l'on porte autour du Ciron, justement au niveau de la rivière. Alors oui, la forêt, ça pompe effectivement de l'eau, mais oui, l'arbre est aussi là, et notamment sur les zones ripisylves, pour aider à la protection des cours d'eau et en fait fait l'action d'être un dépollueur, si on peut, Sauf quand c'est une forêt de Douglas. Sauf quand il y a une forêt de Douglas, ils n'aiment pas les effluents de rivière. Non, il y en a pas là. Et ensuite, pour revenir sur la compréhension et la vision globale, on va faire une campagne de communication globale où on s'est entendu. Alors il y a la région, il y a la métropole, il y a la ville de Bordeaux, il y a le département aussi, pour qu'il y ait une compréhension au niveau de la population aussi, et que la population ne se perde pas tant dans le qui fait quoi, mais pour prendre la mesure de l'eau. Je veux dire que l'eau, c'est aussi la production, c'est la distribution de l'eau. Et je crois que si on explique, mais que si nous, en tant qu'élus, on a une position commune et un discours commun envers la population, ça va faire partie aussi des choses qui vont aider dans la compréhension du prix de l'eau, dans la manière dont on va également aussi alerter sur cette eau qui est ce bien commun, mais qui a ses limites, qui va avoir ses limites rapidement en termes de temporalité. Et que les élus, déjà, quels qu'ils soient, quelle que soit la collectivité, s'accordent sur un discours commun, je pense que ça va être primordial, alors dans les futures élections, effectivement, pour les futurs élus aussi, les jeunes qui vont s'engager, et vis-à-vis du dialogue que nous aussi on va avoir envers les jeunes, alors les universitaires, les collégiens, les lycéens, peu importe, de la maternelle d'ailleurs, ça se fait sur toutes les communes aussi, d'avoir cette vision et ce discours commun, ça va faire partie du poids qui va nous amener à la préservation de la ressource. Un discours commun basé sur un vocabulaire commun, on n'a pas tous la même définition d'un même mot, biodiversité par exemple, et puis il faut des images. Et je conclurai là-dessus, moi je suis un ch'ti, viscéralement ch'ti, donc élevé à la frite et à la patate. Pour nous, la patate a toujours été un légume. Et la patate aujourd'hui dans le Nord est irriguée. Et je blague dans le coin, ça commence à marquer les gens. qu'on doive irriguer la patate dans le Nord, c'est quand même quelque chose qui ne va pas. Mesdames, messieurs, merci. Je vous libère. Vous pouvez aller manger, reprendre une vie normale jusqu'à 14h, débat sobriété. 3, 2, 1.